Et salut la compagnie et bienvenue dans ce nouvel épisode. Je suis ravi de vous retrouver sur mon terrain, toujours avec mon Tipeee derrière qui tient le choc. Nous sommes à plus de 300 jours de vie sauvage. On arrive bientôt au terme de ce projet, donc je profite, je peux vous dire, des derniers moments qui me sont consacrés. J'ai commencé cette expérience l'automne et là donc on arrive en début d'automne, fin d'été, donc c'est plutôt vraiment cool et assez impressionnant de se dire à quel point cette année est passée vraiment vite. Bon, nous sommes en fin de journée, les températures descendent un petit peu et comme à mon habitude je vais checker un petit peu ce qu'il y a dans mon potager et là on a encore une magnifique petite récolte un petit peu avec de chouettes couleurs, de toutes les couleurs, rouge, jaune, vert, ça fait du bien, des poivrons, des tomates. Là on va rentrer en campement tranquillement, on va aller se prendre une petite douche et puis ensuite eh bien, on pourra entamer la petite soirée tranquillement aux abords du Tipeee. On va se doucher, donc pour ce faire je vais remplir mon bidon d'eau et puis j'utilise un petit gant de toilette que je me suis fabriqué moi-même avec une petite anse là pour pas le perdre quand je descends la rivière. Dedans ça me permet de transporter mon savon. Ah, qu'est-ce que ça fait du bien une bonne douche dans un décor pareil. Donc vous avez vu, j'ai optimisé pour une technique qui m'évite de polluer les cours d'eau avec mon savon, même si j'utilise du savon d'Alep, donc qui a déjà vraiment un impact relativement neutre sur l'environnement. Il faut savoir que le savon dégrade un petit peu votre eau. Donc ce que je fais, c'est que je vais mouiller un petit peu avant, donc je vais sauter dedans. Ensuite, je vais me savonner avec mon gant de toilette que je me suis fabriqué avec eh bien, une partie de ma serviette que j'ai cousue. Je vais me savonner et après je vais me rincer à côté du cours d'eau pour que en fait, l'eau qui soit l'eau savonnée, l'eau sale puisse être filtrée un petit peu par le sol avant de retrouver le cours d'eau. Et puis après je vais me sécher simplement. Et c'est une technique que j'utilise du coup depuis cet été, depuis qu'il fait un petit peu plus chaud, ça m'évite d'aller me doucher là-haut, de remonter de l'eau. J'ai vraiment vu l'évolution de cette rivière au fil des saisons, l'été, l'hiver, etc. Et là l'automne encore qui se redessine. Ça me rappelle un petit peu les souvenirs des prémices de ce projet et de cette vie d'ermite. Allez, on va se sécher, puis on va remonter un petit peu là-haut avant qu'il n'y ait plus de soleil. Bon les amis, on arrive un petit peu en fin de soirée sur le terrain et qui dit fin de soirée, eh bien nuit, donc il y a plusieurs possibilités pour s'éclairer lorsque l'on vit dans la nature. Je vous en ai exposé tout au long de cette aventure-là, les bougies, assez primitivement et traditionnellement. On a aussi avec ma station EcoFlow et les panneaux solaires, les ampoules que je peux utiliser donc à travers l'électricité. Et là j'ai une nouvelle méthode à vous montrer qui est une lampe à pétrole, vraiment ancienne génération, historique, qui date de 1900, qui a fait la renommée de la marque qui m'a envoyé, c'est la marque Petromax. Je remercie d'ailleurs Maureen
qui m'a envoyé ce produit-là, avec qui je travaille déjà depuis un certain temps et qui me permet d'avoir du matériel vraiment très efficace et hyper robuste. Ils sont spécialisés dans tout ce qui est matériel de camping sauvage. Elle est ultra puissante puisqu'elle peut dégager jusqu'à 400 watts de luminosité. C'est vrai que contrairement à une lampe à pétrole qu'on connaît plus basique, c'est certes plus lourd mais c'est beaucoup plus efficace. Là ça permet vraiment de s'éclairer plutôt que faire une lumière diffuse un peu comme une bougie dans un coin de maison par exemple. L'avantage de cet objet également, c'est qu'on peut l'utiliser avec d'autres accessoires. Donc c'est un objet qui est vraiment polyvalent et c'est ce que j'aime bien utiliser lorsque je suis en forêt, dans la nature, puisqu'on peut l'utiliser en tant que chauffage et également réchaud pour faire cuire des aliments. On va attendre que la nuit tombe, je vais l'allumer, mais en attendant je tiens vraiment à remercier Petromax. Qu'est-ce qu'on dit? On dit merci Petromax. Puis j'ai hâte de pouvoir vous montrer en utilisation de nuit parce que vous allez voir que ça pète vraiment, c'est hyper classe. Bon, je viens de mettre la lampe à l'extérieur du tipi. Il est conseillé de l'utiliser en extérieur parce que ça a tendance à dégager un petit peu des vapeurs avec le pétrole qu'on met à l'intérieur, donc ça c'est plutôt c'est normal. Un très chouette objet qui vraiment met une ambiance d'enfer au campement. Ça améliore encore une fois ma zone de vie ici au tipi et sur le terrain. Je vous mettrai un petit lien dans la description parce que c'est vrai que Petromax ils font des produits vraiment d'enfer pour le camping sauvage. Ça fait un moment que je bosse avec eux. C'est très qualitatif, assez spécifique par contre, mais si vous recherchez quelque chose, vous ne serez pas déçu par la marque. Donc on va encore profiter un petit peu de la lumière parce que ça dure assez longtemps, ça peut durer jusqu'à 8 heures en fonction de combien on remplit le réservoir de pétrole. C'est un produit qui est très robuste, qui a prouvé son efficacité, qui est pas vraiment facile d'utilisation quand on ne connaît pas le produit. Une fois qu'on a bien le produit et qu'on a bien cerné le produit, on peut vraiment s'éclater avec. Bonne nuit à vous, on se retrouve demain. Salut la compagnie, on se retrouve de bon matin avec un bon petit café bien chaud. J'ai pas extrêmement bien dormi cette nuit encore, j'ai pas mal de choses dans la tête. Donc là je vous avoue qu'un petit café ça fait vraiment du bien, ça réveille. On mangeait quelques noisettes également glanées sur les noisetiers aux alentours. Je voulais vous parler d'un petit truc ce matin, c'était le détournement d'objets. Il y a pas mal de personnes qui me demandent comment je fais pour gérer un petit peu les déchets que je peux avoir. Donc on a toujours des déchets même si on limite au maximum par la consommation d'aliments sur le terrain. Les quelques déchets que j'ai, donc un petit peu de verre ou autre, j'essaye de les utiliser pour autre chose. Donc déjà tout le carton etc, ça va au feu pour allumer le feu. Et également là par exemple je me suis fait un petit chandelier maison avec une petite bouteille de bière. Ça fait vraiment l'effet, puis ça permet de faire tenir les chandelles qu'on a du mal à faire tenir quand on n'a pas de chandelier.
Ok, petite mise au point sur la toile, vous avez été plus d'un à me signaler qu'il y avait pas mal de taches dessus. Je suis au courant, ce sont des taches de moisissure en effet. Le tipi est resté 1 an sur le terrain, donc elle a pris surtout tout ce qui était humidité l'hiver. L'hiver, la toile n'avait pas le temps de sécher, tellement que c'est humide dans les alentours. Et donc du coup ça a fait les premières piqûres de moisissure qui se sont développées après avec la chaleur. Donc moi j'avais déjà traité avec au borax à la sortie de l'hiver, mais je pense qu'il aurait fallu que je le fasse un peu plus. Encore une fois, c'est pas un tipi que je vais mettre 2 semaines dans la nature, qu'ensuite je vais replier, nettoyer et puis retraiter à chaque fois. Là elle a été H24 dans les intempéries avec le soleil, etc. Donc c'est plus esthétique et visuel. Ça dérange pas grand chose. La toile est toujours aussi imperméable, elle me protège des intempéries. C'est juste que bon, bah voilà, c'est sûr qu'on est plus sur le tipi ultra propre et sorti d'emballage. Mais après, c'est un petit peu normal. Les objets, il faut aussi se dire que ça vit avec le temps et que ça vieillisse, que ça s'abîme. C'est aussi la preuve eh bien d'une histoire, et ça je trouve ça assez cool. Enfin moi en tout cas ça me dérange pas trop. Ce que je ferai c'est qu'une fois que je la démonterai, bah, je remettrai du borax pour éviter que ça se redéveloppe, surtout quand elle sera stockée, et puis on va la réimperméabiliser parce que c'est vrai qu'au bout d'1 an il faudra le faire un petit peu, surtout si je veux le sortir l'hiver ou autre, quand il y a beaucoup d'intempéries. Là c'est vrai que l'été, bon, il pleut pas trop, donc ça va. Voilà un petit peu pour la réponse à toutes vos interrogations autour de ça. Nous sommes en plein après-midi. Il fait vraiment très très chaud ici. Bon courage à ceux qui sont en ville, enfermés entre 4 murs en béton, parce que ça doit encore être plus insupportable. Moi ça va, j'ai un petit peu d'ombre, l'air frais entre les arbres. Bref, je voudrais du coup profiter de cette chaleur pour rester tranquille et vous parler un petit peu posé d'une question qui m'a été posée 150 000 fois depuis le début du projet, qui a été: comment as-tu fait pour te procurer ce terrain sur lequel je vis, et comment as-tu eu la possibilité de poser un habitat léger sur ce terrain. Donc du coup je vais répondre à cette question maintenant. Déjà pour commencer, j'aimerais que vous fassiez la différence entre le bivouac et le camping sauvage. Le bivouac, simplement, on va poser sa tente le soir, on la déplante le lendemain matin, on enlève toutes les traces et on se remet en mouvement. Le camping sauvage, c'est ce qui va être plus d'un bivouac, donc plus d'une nuit. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'il faut savoir que le camping sauvage est proscrit, contrairement au bivouac qui est lui toléré. Donc qui veut dire proscrit? C'est-à-dire qu'il faut un terrain privé ou l'accord du propriétaire pour pouvoir faire du camping sauvage. Donc j'avais besoin d'un terrain privé au minima pour pouvoir voilà, réaliser ce projet et pouvoir mettre un tipi, un habitat léger pendant plusieurs mois. Moi j'ai eu vraiment de la chance sur ce coup-là. Je suis quelqu'un qui est très opportuniste et qui essaye de franchir les portes qui sont entrouvertes. Et là du coup ça m'a donné accès à ce terrain. En fait je suis bailleur sur ce terrain, c'est-à-dire que c'est un bail qui a été fait par une grand-mère qui n'avait plus la possibilité d'entretenir ce terrain là, donc qui allait finir en friche. Et l'objectif de ce bail, c'est de, pendant plusieurs dizaines d'années, donner l'accès au terrain au bailleur comme si qu'il en était propriétaire. Et puis par contre sous réserve qu'il entretienne au maximum le terrain comme il peut. Bien sûr j'ai une location à payer, j'ai des impôts fonciers et j'ai une assurance sur ce terrain agricole, parce que c'est bien un terrain agricole, mais du coup c'est vraiment très peu, c'est que quelques centaines d'euros à l'année, contrairement à si je devais louer vraiment un terrain concrètement sans bail, ça serait plutôt plusieurs milliers d'euros à l'année. Donc voilà un petit peu comment j'ai eu l'accès à ce terrain. Ça fait maintenant 4 ans que j'ai ce terrain là. Et que je l'entretiens, etc. J'ai construit tout ce que vous pouvez voir juste derrière avec des amis, donc un appentis, un abri à bois, un cabanon pour ranger les outils pour pouvoir entretenir le terrain. Donc il y a toujours eu en fait l'accord entre guillemets pour avoir une petite zone de campement, quelques structures, quelques infrastructures ici, sans que ça soit vraiment avec des fondations, etc. Mais voilà, il y avait quelques toits couverts. Moi j'avais comme objectif de déposer un habitat léger. Il faut savoir qu'en France il y a pas mal de restrictions, c'est assez compliqué de faire ce qu'on veut et surtout d'essayer de vivre autrement. Un habitat léger, déjà vous ne pouvez pas l'implanter même si sur votre terrain plus de 3 mois. Au bout de 3 mois vous devez le déplacer simplement. Donc moi j'avais l'objectif de vivre 1 an ici. Un habitat léger déjà ça veut dire quoi? Ça veut dire une caravane, une tiny house, une yourte, une tente,
un Tipeee, voilà, toutes ces choses-là, c'est compté comme un habitat léger. C'est vraiment un habitat où il n'y a pas vraiment de fondation, de structure qui peut se déplacer assez facilement. Derrière moi, l'abri, pour ceux qui suivent l'aventure depuis le début, savent qu'il mesure plus de 28 mètres carrés. Et il faut savoir qu'en France, au-delà de 20 mètres carrés, dans votre habitat léger, vous avez normalement l'obligation de demander un permis de construire. En tout cas, il faut toujours demander l'autorisation à la commune, à la municipalité, même si vous êtes propriétaire du terrain, que ce soit pour un habitat léger de moins de 20 mètres carrés ou de plus de 20 mètres carrés de toute façon. Sachez que ça passera mieux, ce sera plus facile de demander ça pour un habitat de moins de 20 mètres carrés. Je peux vous donner quelques petites astuces également pour que votre projet soit plus accepté face à la municipalité. C'est déjà de choisir un terrain qui n'est pas sujet à des protections environnementales telles que des zones Natura 2000, ne pas être en cœur de parcs régionaux, parcs nationaux, parce que là ça va être un petit peu plus compliqué à négocier. Ensuite, essayez d'être domicilié autre part, de ne pas vous déclarer sur le terrain, sur la zone où vous allez habiter. Par exemple, déclarez-vous chez vos parents, chez un ami ou autre, pour dire si en cas de contrôle de gendarmerie ou autre, si on veut vraiment vous agacer, dire non mais moi regardez, je paye mes impôts là, enfin je vis pas à l'année ici en fait. Une autre astuce par exemple, c'est de vendre votre projet pour une certaine durée, de dire que voilà, moi je vais rester de temps à temps. Parce que si tu donnes juste une date d'arrivée, que tu ne donnes pas de date de départ, c'est déjà plus compliqué pour la mairie. Donc eh bien moi, je remercie vraiment tous les locaux et la municipalité de me tolérer ici, là, pendant les plusieurs mois. En fait, la municipalité, selon la loi Allure, c'est vraiment elle qui peut donner son droit de réserve sur eh bien, l'implantation d'un habitat ou d'infrastructures, même si c'est perdu au milieu de nulle part. Ensuite, on m'a souvent demandé eh bien, comment fais-tu pour gagner de l'argent alors que tu ne travailles pas vraiment, tu vis dans la forêt, comment fais-tu pour gagner un minimum d'argent? Il est vrai que dans notre société, il faut toujours de l'argent. On n'est pas dans une société de troc, d'échange. Donc tu es obligé d'avoir un minimum d'argent parce que déjà tu ne peux pas tout produire toi, donc tu es obligé d'avoir un apport. Et je pense qu'il est très important d'être également aussi bien autonome en eau, autonome en électricité, mais également autonome financièrement. Je pense que c'est la base. Et moi, comment je me le procure? Eh bien, j'ai plusieurs activités. Vous savez que je suis formateur en vie sauvage et créateur de contenu, influenceur. La formation en vie sauvage, je l'ai un petit peu mis en pause depuis que j'ai débuté l'ermite, parce que mon but, voilà, c'était de vivre dans ce coin-là, en ermitage. Donc c'était pas d'accueillir des gens toutes les semaines. Ce qui m'a permis d'apporter un petit peu d'argent, c'est la création de contenu, toutes les vidéos, les photos, etc. que je peux faire. Où je peux tirer une rémunération à travers la pub qui sont diffusées dans les vidéos, à travers les dons que vous pouvez me faire très gentiment, donc encore merci à tous ceux qui me soutiennent, ça c'est hyper cool. Mais il y a également à travers eh bien, les contrats que je peux signer avec certains partenaires qui m'aident financièrement pour en échange voilà, d'un test de leurs produits. En parlant de partenaires, on a aussi tout ce qui est l'affiliation. Donc je vous explique par exemple quand vous avez un code promo, je vous propose un code promo qui vous permet une réduction, moi ça me reverse quelques pourcentages également sur la vente sur mon compte bancaire. Donc c'est également un autre moyen de gagner son argent. Vous savez également que je fais de l'artisanat, que je fabrique des objets notamment en cuir. J'en ai vendu pas mal, notamment à certains d'entre vous. Après, ce qui est top dans ce mode de vie là, au milieu de la nature, c'est que j'ai réduit au maximum mon besoin d'argent. C'est-à-dire que, encore une fois, je vous ai dit, pour le loyer déjà, je paye que quelques centaines d'euros à l'année. Pour la nourriture, je suis quasiment autonome, c'est-à-dire que je vais manger ce que je produis dans mon potager, ce que je peux glaner. L'électricité, du coup, je vais rien payer parce que j'ai pas d'abonnement à l'EDF, je suis pas branché au réseau. Au lieu d'avoir un besoin vital pour vivre de, je sais pas moi, 1200 € parce que tu as ton loyer, tous tes abonnements, etc. Et bien moi, juste avec par exemple 300 €, je peux largement avoir de quoi vivre au mois. Déjà, il faut savoir devenir minimaliste et avoir une vie plus minimaliste pour pouvoir être plus libre. C'est un petit peu le prix de la liberté, c'est quelque chose que j'aime bien ça, la liberté a un prix. C'est vrai que moi je suis très libre, je suis mon propre patron, j'ai mes propres horaires, je peux aller là où je veux, entre guillemets. C'est aussi la grosse liberté, le gros pouvoir de mon métier de créateur de contenu. Par contre, j'ai pas la sécurité de l'emploi, pas la sécurité du salaire, c'est-à-dire que à chaque fin de mois je suis pas sûr d'avoir un seul sou, contrairement à quelqu'un qui est salarié, qui a moins de liberté mais qui est sûr d'avoir son argent à la fin du mois. J'ai fait le choix entre
entre devoir payer mon plein pour aller travailler et donc travailler pour payer mon plein, et donc c'est un cercle vicieux comme ça. Après, ce mode de vie c'est le mien, je vous incite pas du tout à avoir le même parce que ça peut pas vous contenir du tout. Je vous dis pas quittez tout et allez vivre dans la forêt, dans un tipi ou autre, parce qu'encore une fois c'est peut-être pas quelque chose qui peut vous convenir. Alors dernière chose, on m'a beaucoup écrit en commentaire, et vous savez que j'essaie de tous vous lire au maximum, de répondre à toutes vos interrogations, même si c'est parfois difficile. On m'a beaucoup posé un petit peu la problématique de mais en fait pour nous c'est impossible de faire ce genre de choses que tu as pu vivre, puisque déjà on n'a pas de partenaire, toi tu n'as rien payé dans ce que tu as pu mettre sur le terrain, donc le Tipeee par exemple, les stations électriques, les panneaux solaires, etc. Donc du coup c'est beaucoup plus facile pour toi. Alors ok, ouais, pas de souci, c'est beaucoup plus facile. Seulement, dis-toi que c'est juste un investissement en fait. Par exemple, tu dis qu'un Tipeee comme ça, allez, on va dire pour grosso modo, avec tous les accessoires, pour 2000 €, tu as accès à ce genre de matériel. 2000 €, si c'est 2 mois de loyer quasiment dans certains endroits, pour quelque chose de relativement convenable. Donc tu vois, tu peux vite économiser en fait, et c'est vite rentable. Pareil pour la fontaine d'eau, le filtre, ça coûte peut-être 300 € d'achat, donc c'est certes un budget à sortir au début, mais ensuite après bah, t'as pas besoin de payer d'abonnement, donc au bout de quelques mois seulement c'est rentable. Avec le soleil qu'on a en ce moment, j'ai mis juste là en plein soleil mon panneau solaire de 110 watts qui recharge ma station électrique. Je peux vous dire que ça débite très très rapidement. Il fait encore tellement chaud que je pense que je vais me dorer la pilule. Alors pas au soleil parce que je suis pas quelqu'un qui prend trop le soleil, je préfère rester à l'ombre. Donc on va se mettre à l'ombre, peut-être près de la rivière, à la fraîcheur de la rivière. Puis on va attendre que les grosses chaleurs passent. Alors, je suis en train de nourrir mes petites abeilles, puisque vous savez, il y a plusieurs semaines, et dans les derniers épisodes, j'ai été récolter le miel qu'elles m'ont chaleureusement produit. Et donc là, comme on va rentrer plutôt dans la période hivernale, il va falloir bien qu'elles aient à manger forcément, et ce qu'elles mangent normalement c'est le miel, c'est pour ça qu'elles le fabriquent. Donc là, je vais remplacer ce miel par eh bien, un substitut, c'est-à-dire que c'est du sucre dilué avec de l'eau. Donc je vais leur donner dans des nourritures que j'ai mis, donc on va leur donner à toutes les deux. Et puis on veillera à voir si elles ont toujours un petit peu de nourriture jusqu'à peu près mi-septembre. Après ça devient compliqué de leur donner, donc il faut qu'elles aient fait leur réserve avant. Voilà, donc c'est une période, une étape assez cruciale. Mission réussie. Pourquoi je fais ça en fin de journée? Déjà d'une parce que c'est plus confortable, il fait un peu plus frais. Et de deux, c'est pour éviter le pillage, parce que si on le fait quand il fait encore beau temps, les abeilles sortent et peuvent aller piller, des abeilles d'autruche ou des environs sauvages peuvent aller piller ce que j'ai mis pour elles concrètement. Là je leur ai mis beaucoup de sirop parce qu'il faut jauger un petit peu le nombre de litres de sirop, le nombre de kilos de sirop que vous allez mettre, sachant que si vous donnez très peu de sirop, ça va plutôt stimuler la ponte, ce qu'on fait au printemps, et si vous en mettez beaucoup, c'est ce qui va leur créer leur réserve. Donc là j'aurais plus qu'à les rouvrir dans quelques semaines avant on va dire début octobre maximum, pour voir si elles ont fait l'ensemble de leur réserve. Bon, fin de journée, je me suis glissé dans le lit, on n'a pas tardé à se coucher, la nuit est déjà tombée, on a bien mangé ce soir. Je suis content, j'ai pu nourrir également mes abeilles, c'est une bonne chose de faite. Voilà, on se retrouve pour le prochain épisode qui sera sûrement le dernier épisode de l'ermite, donc la conclusion. Une grosse nostalgie là de se dire qu'on arrive à la fin du projet, mais bon, c'est comme ça, toutes bonnes choses ont une fin. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire, surtout je vous attends pour le soutien. Et puis surtout n'oubliez pas de partir à l'aventure, c'est dans la forêt que vous vivrez les meilleures aventures. C'est Alexis Bruce et ciao. Seul dans mon Tipeee, je suis comme l'ermite, tu peux me soutenir sur Tipeee, ça me ferait plaisir. Cheveux longs, tatouage à la viking, je maîtrise la hache et les outils. Je partage mon petit paradis, une expérience de vie loin de la ville.